Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle série de vidéos qui concerne la bureautique. Alors, tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Sébastien Laborie et je vais vous accompagner tout au long bien de cette formation en bureautique, principalement sur Word, de septembre jusqu'à décembre, donc tout au long de ce premier semestre universitaire. Alors, ces vidéos s'adressent à tout type de public, donc les étudiants en GEA, gestion des entreprises et des administrations. Ils s'adressent aussi à des gens qui souhaitent voilà, se former en bureautique, voire se reformer sur les logiciels tels que Word et Excel. Ou bien ça peut être aussi des indépendants qui ont envie voilà, de se remettre un peu dans le bain des outils bureautiques par rapport à leur activité professionnelle. Voilà. Alors, pour cette première vidéo de cette série, celle-ci va plutôt s'adresser aux étudiants de l'IUT de Bayonne et spécifiquement les étudiants en but première année du département GEA. Alors pourquoi Tout simplement parce que je vais présenter bien, les différents services en ligne donc qui sont mis à leur disposition et je vais leur expliquer comment exploiter leur poste de travail à l'IUT. Alors cette vidéo plus spécifiquement de départ n'est pas trop, on va dire, euh, appropriée pour les gens qui ne sont pas de l'IUT. Néanmoins, vous pouvez quand même la suivre puisque je vais aborder des notions, par exemple, d'intranet, aborder des notions d'URL, de messagerie, ce qui peut être assez utile, les bons principes sur comment communiquer à l'aide d'une messagerie. Puis ensuite, au niveau du poste de travail, donc là, on utilisera Windows 10. Mais dans Windows 10, il y a quand même certaines opérations voilà, à savoir faire, comme par exemple créer une archive, gérer ses dossiers, ses fichiers, organiser son espace de travail. Voilà, donc les vidéos seront toutes chapitrées, donc vous pouvez sauter des portions de vidéos sur YouTube, bien sûr, et aller sur les éléments qui vous intéressent. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc en général, je présenterai, comme vous pouvez le voir juste à côté, des sujets de TD. Alors ceux-ci sont disponibles en téléchargement pour les étudiants de l'IUT de Bayonne. Mais voilà, pour les autres, vous n'avez pas accès au PDF, vous avez accès à la vue que je présente ici. Mais ce n'est pas grave, vous pouvez mettre pause sur la vidéo et lire de façon un petit peu plus attentive ce qui est inscrit sur les sujets voilà, si ça vous intéresse. Donc, dans cette séance qui concerne les services en ligne et le poste de travail, donc, nous allons voir plusieurs éléments. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous allons voir les services en ligne. Donc, nous allons voir que depuis le site de l'IUT de Bayonne, nous allons pouvoir avoir accès à de multiples services utiles aux étudiants. Nous verrons également comment utiliser une messagerie électronique. Alors je présenterai celle qui est utilisée par les étudiants de l'IUT de Bayonne, mais les bons principes que je présenterai peuvent s'appliquer donc à tout type de professionnels. Au niveau du poste de travail, donc je présenterai comment enregistrer des fichiers sur nos lecteurs réseau. Parce qu'en général, on ne va pas sauvegarder les fichiers sur une machine en local. C'est assez dangereux si la machine se casse, plante, etc. Donc on va perdre tout son travail. En général, dans les entreprises et dans les organismes de formation, il y a des lecteurs réseau qui sont régulièrement sauvegardés pour pouvoir justement sécuriser ces productions. Ensuite, nous verrons les applications mises à notre disposition et les opérations de base, capturer un écran, créer des archives. Voilà, ce sont des opérations typiques de base sur Windows qu'il faut connaître dans le cadre universitaire pour pouvoir faire des rapports, par exemple, pour pouvoir échanger avec d'autres étudiants de multiples fichiers au sein d'une arborescence.
mais ça peut être aussi utile dans une entreprise. Voilà, quand on a un problème technique sur son ordinateur, on fait une capture d'écran, on l'envoie au service technique. Ou bien quand on travaille avec des collaborateurs, par exemple dans des cabinets comptables, où on a de multiples budgets prévisionnels ou réels, des comptes de résultats, voilà, tout ce qui est gestion de la trésorerie. Voilà, on a plein de fichiers qui sont organisés, donc de créer des archives, c'est aussi intéressant pour pouvoir voilà, se les transmettre entre collaborateurs. Donc voilà le menu du jour. Donc tout d'abord, ce que l'on va faire, on va se connecter donc, sur nos postes de travail à l'IUT. Donc l'IUT est doté de salles informatiques. Donc pour se connecter sur son poste de travail, il suffit de renseigner son identifiant et son mot de passe qui a été communiqué lors de l'inscription. Bien entendu, si vous n'êtes pas de l'IUT de Bayonne, vous pouvez vous connecter sur votre propre session sur vos ordinateurs personnels. Donc pour vous connecter, comme je disais, c'est identifiant et mot de passe, donc fourni lors de l'inscription. Si vous rencontrez des problèmes d'authentification, voilà, vous pouvez réinitialiser vos mots de passe, pardon. Vous ne pouvez pas réinitialiser votre identifiant, mais votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser, ou même si vous l'avez oublié. Donc via cette page destinée aux étudiants de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, donc moncompte.univ-pau.fr. Voilà, donc une fois que vous êtes connecté sur votre session, donc vous allez voir cette interface utilisateur qui va ressembler à cette interface-là. Alors parfois elle change, hein, voilà, là je vous montre par exemple la mienne, hein, puisque je suis sur les sessions de l'IUT. Donc vous allez voir donc en bas un menu démarrer, voilà, qui vous permet d'ouvrir donc tout un tas d'applications qui sont déjà préinstallées à l'IUT de Bayonne. Donc on a des applications de base comme par exemple PowerPoint, bien entendu Word, bien entendu Excel. Hein, donc on a toute la suite Office qui est installée sur ces sessions. On a tout un tas de navigateurs, donc Firefox, Chrome et Microsoft Edge, donc qui succèdent à Internet Explorer. Et bien entendu, tout un tas de logiciels métiers que vous verrez en cours de votre formation en GEA en particulier. Je pense par exemple à EBP pour générer les payes ou d'autres logiciels de comptabilité. Voilà, donc tout ceci est installé donc sur les sessions de l'IUT. Alors ceux qui sont de l'extérieur, vous n'avez pas accès à ces applications, mais vous pouvez les installer en local sur vos machines, bien évidemment. Alors maintenant que l'on est connecté, donc vous pouvez exécuter ces applications de différentes façons. Donc soit vous allez dans la barre des tâches en bas, vous cliquez sur le bouton Windows en bas à gauche. Donc c'est une façon de faire. Ou sinon sur votre clavier Windows, vous avez une touche qui vous permet d'ouvrir ce menu. Et vous allez voir voilà, toutes ces applications. Alors soit vous allez les rechercher et vous cliquez dessus pour les ouvrir, soit vous tapez directement avec votre clavier sur Windows 10, vous tapez directement Word, admettons, et vous allez voir toutes les applications qui ont ce nom-là. En général, Word en particulier va vous être proposé pour pouvoir s'ouvrir. Alors, on va ouvrir ce menu Windows sur les sessions et on va cliquer sur la vignette Google Chrome qui est contenue dans le groupe navigateur. Voilà, donc on va le faire tout de suite. Donc ici, hop, je vais ouvrir le menu, démarrer, et je vais taper Chrome, admettons. Voilà, donc vous voyez que Chrome est une application qui vous est proposée. Alors vous pouvez la retrouver ici en tapant son nom. Vous pouvez aussi aller la rechercher directement dans le menu, donc dans le menu des applications. Vous pouvez la voir en raccourci sur le bureau. Donc voilà, les sessions à distance, elles sont administrées par nos techniciens informatiques. Donc parfois ça change, mais en général, pour retrouver l'application, il suffit d'ouvrir le menu démarrer, de taper Chrome, et puis ensuite de l'exécuter, et elle va s'afficher sur votre écran. Voilà. Donc une fois que vous avez ouvert votre navigateur Chrome, on va continuer les questions. Hop,
si ça fonctionne correctement. Et on va commencer à parler du site web de l'IUT de Bayonne, Pays Basque. Donc le site web de l'IUT de Bayonne, Pays Basque va regrouper de multiples services, donc des services en ligne, qui vont vous être utiles tout au long de votre formation. Alors là, cette partie va plutôt s'adresser aux étudiants de l'IUT de Bayonne. Donc dans le navigateur web, vous allez taper l'URL. Donc l'URL, ça signifie l'adresse en fait, une adresse sur Internet. Donc il va localiser une ressource. Donc là, en l'occurrence, une page web. Donc vous allez taper www.iutbayonne.nif-po.fr et quand vous allez taper cette adresse-là, vous allez tomber sur le site de l'IUT de Bayonne qui va vous être vraiment utile pour accéder justement à tous ces services en ligne. Voilà, donc je retourne sur ma session à distance. Donc on va taper www.iutbayonne.nif-po.fr. Alors si vous avez oublié cette adresse, que vous souhaitez rechercher le site de l'IUT de Bayonne, vous pouvez aussi aller dans le moteur de recherche Google et taper IUT Bayonne et vous tomberez sur le site web de l'IUT grâce au moteur de recherche et aux différents résultats qui vont s'afficher. En général, c'est le premier résultat si vous tapez IUT Bayonne, normalement. Donc une fois que vous êtes connecté sur le site de l'IUT de Bayonne, on va faire tout un tas de manipulations dessus pour voir si tout fonctionne bien et voir si vous avez accès à tous les services en ligne en tant qu'étudiant à l'IUT et étudiant à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Alors, si vous avez pu, ce que j'ai fait tout à l'heure, ouvrir la page, donc on va pouvoir accéder via le site de l'IUT à de nombreux services réservés aux usagers de l'IUT. Donc pour ce faire, on va d'abord se connecter à l'intranet du site de l'IUT de Bayonne. Alors quand on navigue sur Internet, on a accès à tout un tas de sites web, à tout un tas de ressources. Ça, en général, tout le monde sait faire, accéder à Facebook, accéder au moteur de recherche Google par exemple. Il y a bien évidemment d'autres moteurs de recherche que Google que vous pouvez utiliser, accéder à tout un tas de services en ligne, peut-être des services pour vos démarches administratives, donc des services publics en ligne, ça peut être des pages web, des blogs, d'autres sites comme YouTube, etc. Voilà, tout un tas de sites en ligne. Donc ça, c'est Internet. Et ensuite, lorsqu'on est connecté dans une organisation telle que celle de l'IUT de Bayonne, vous pouvez accéder à des parties privées. Donc ce sont des parties d'Internet qui sont privées et réservées aux membres de certaines organisations, comme par exemple aux membres de ceux qui ont un lien avec l'IUT de Bayonne Pays Basque. Donc pour pouvoir accéder à ces espaces privés, eh bien, on se connecte à l'intranet. L'intranet, ça veut dire la partie réservée aux usagers d'une organisation. Donc on va se connecter à l'intranet du site de l'IUT de Bayonne et ça, il n'y a que les membres des personnes qui sont en lien avec cette organisation qui peuvent y accéder. Et en y accédant, vous allez pouvoir avoir accès à tout un tas d'autres pages privées pour ces membres-là. Donc comment on fait pour se connecter à l'intranet du site de l'IUT de Bayonne? Eh bien, on a un petit cadre réservé que l'on voit ici dans le sujet tout en bas. On voit un cadre avec une demande de nom d'utilisateur et de mot de passe. En général, on demande ces deux informations-là pour accéder donc aux parties privées des sites internet, donc à ces intranets. Donc on va aller regarder sur la page pour localiser cette boîte qui va nous permettre justement de saisir nos informations. Donc là, vous voyez, vous avez cette boîte. Alors, tout ce que vous voyez ici, voilà, nos formations, etc., tout ça est accessible en Internet, donc à tout le monde, puis de façon publique. Mais il y a cette partie réservée aux membres de l'organisation. Et on va s'y connecter pour pouvoir justement avoir un petit peu plus de services qui sont non accessibles, bien évidemment, à ceux qui ne sont pas en lien avec l'IUT de Bayonne. Donc on va saisir notre identifiant ici et notre mot de passe.
Donc vous pouvez bien entendu euh, essayer de connecter ceux qui ne sont pas membres de l'organisation, vous verrez que ça ne marche pas. Par contre, pour les étudiants de l'IUT de Bayonne, voilà, ici, il faut mettre votre identifiant, celui qui vous a permis d'accéder à la session de l'IUT, et votre mot de passe qui vous a été communiqué lors de votre inscription, enfin, lorsque vous avez activé votre compte informatique. Alors bien sûr, si vous avez changé ce mot de passe, il faut mettre le nouveau, hein, le dernier que vous avez renseigné. Une fois que vous avez mis votre identifiant et votre mot de passe, eh bien, on va voir tout un tas de services ici qui ne sont accessibles qu'aux membres de l'organisation de l'IUT de Bayonne Pays Basque, donc aux étudiants, personnel, etc. Donc on va en tester quelques-uns. Donc là, on a vu que ça fonctionnait, on a vu le bloc intranet, et dans ce bloc, je vais vous présenter, alors pas tous les services, mais on va dire les plus importants. Alors le premier, ce sont les emplois du temps en ligne qui vont vous être bien utiles. Alors les emplois du temps, donc ici, si vous cliquez sur emploi du temps, eh bien vous allez voir tous les emplois du temps de tous les étudiants de l'IUT de Bayonne. Donc si vous cliquez dans GEA, eh bien si vous êtes du groupe A au premier semestre, donc en première année de GEA, eh bien vous verrez tous les créneaux de cette semaine du 6 septembre. Alors après, si vous voulez un petit peu plus de détails, vous pouvez cliquer sur les créneaux pour avoir un petit peu plus de détails sur l'enseignant, la salle, euh, voilà, tout un tas d'informations complémentaires. Alors vous pouvez voir les emplois du temps des semaines suivantes. Donc par exemple celui de la semaine du 13 septembre. Et donc sur celui de la semaine du 13 septembre, par exemple, le groupe A m'a de 10h15 à 12h15 le jeudi 16 septembre en salle 302. Voilà. Donc vous avez ici ces informations. Si vous êtes dans notre groupe, eh bien, il suffit d'aller cliquer sur notre groupe, bien évidemment, et ben, voilà, d'avancer dans les semaines. Alors par contre, quand vous avancez dans les semaines, vous pouvez voir que 3 semaines en amont, après vous voyez la petite flèche, elle disparaît à côté de la date. 3 semaines de vue sur l'emploi du temps, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal, ça vous laisse le temps de voir venir. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez anticiper les créneaux libres pour prendre des rendez-vous, pour rechercher des stages par exemple. Alors attention, bien entendu, l'emploi du temps, il vit, il est en temps réel, il bouge assez souvent, donc c'est un emploi du temps à titre indicatif, bien entendu, pour vous organiser, mais il peut être susceptible voilà, d'évoluer dans le temps, au jour le jour, parce qu'il peut y avoir un enseignant qui reporte un cours, il peut y avoir voilà, des petits soucis d'accès à certaines salles. Donc faites bien attention au fait que même si vous avez une vue dans le futur, sur 3 semaines, ben, voilà, les emplois du temps peuvent évoluer. Mais ça donne un peu une indication. Ben, par exemple, si vous avez un contrôle dans 15 jours, 3 semaines, ça vous permet d'avoir une petite indication et vous y préparer, par exemple. Ou comme je disais tout à l'heure, sur les créneaux libres, pour pouvoir prendre rendez-vous avec un enseignant ou effectuer voilà, une visite au sein d'une entreprise pour faire acte de candidature, par exemple. Voilà, donc on a vu emploi du temps. Alors ensuite, donc un deuxième élément qui est important, c'est l'offre Microsoft. Alors sachez que vous pouvez installer, en tant qu'étudiant à l'IUT de Bayonne, vous pouvez installer sur plusieurs machines de votre choix, donc des PC, des Mac, smartphones, tablettes, la suite Office qui est gratuite pour les étudiants de l'IUT de Bayonne Pays Basque. Donc cette suite Office, elle comprend bien évidemment Word, Excel, PowerPoint et Access pour les bases de données. Donc pour ce faire, il suffit de se connecter sur le site Office 365 et de renseigner ben, votre identifiant qui vous a été fourni, celui que vous avez utilisé pour vous connecter à la session de l'IUT et votre mot de passe. Ça va vous reconnaître et vous pourrez installer sur plusieurs machines de votre choix ben, la suite Office gratuitement.
Donc surtout ne l'achetez pas, hein, pour ceux qui sont étudiants à l'IUT de Bayonne Pays Basque. Ne l'achetez pas, installez-la sur la machine de votre choix, là où les machines de votre choix. Ça va s'installer en local sur votre machine et même sans connexion Internet. Donc vous pourrez continuer à l'utiliser. Euh, alors bien entendu, pour l'installer, il faut une connexion Internet, mais si vous vous déplacez, voilà, vous êtes dans le train, vous rentrez chez vous, vous pourrez utiliser Word et Excel, par exemple, dans le train ou en covoiturage, par exemple. Voilà, ça ne nécessite pas une connexion Internet permanente, euh, à contrario des sessions à distance, par exemple, que l'on peut utiliser de chez soi. Donc là, vous l'avez vraiment en local sur votre machine. Alors par contre, la durée de la licence, ben, elle est active que pendant la durée de votre formation à l'IUT de Bayonne. Une fois que vous sortez de l'IUT de Bayonne, eh bien, la licence expirera et vous ne pourrez plus utiliser le pack Office. Voilà. Alors comment on peut accéder à, à ce pack pour l'installer? Alors si vous êtes à l'IUT, ne faites pas cette opération. C'est si vous êtes sur la machine où vous souhaitez installer l'offre Microsoft Office gratuitement, hein. Puisque si vous êtes sur les machines de l'IUT de Bayonne, c'est déjà installé sur nos sessions. Donc là, je vais montrer pour ceux qui seraient à l'extérieur sur leur propre machine. Donc il suffit de cliquer sur Offre Microsoft, en étant connecté à l'intranet, hein, bien sûr, dans le petit menu. Et ensuite, ici, il faut cliquer sur Office 365. Donc on va le faire ensemble. Hop, Office 365. Voilà, donc là, on nous demande de nous connecter. Donc on va se connecter. Donc là, pour se connecter, on me demande un email. Alors attention, vous avez tendance à taper simplement votre identifiant de cette façon. Donc ça ne fonctionne pas. Il faut rajouter derrière iutbayonne.univ-po.fr. Donc en fait, il s'agit ici de votre adresse email en fait, hein, qui vous est fournie par l'IUT. Donc votre identifiant @iutbayonne.univ-po.fr. Ne saisissez pas mon identifiant, puisqu'après on va vous demander le mot de passe et vous ne connaissez pas mon mot de passe. Voilà, c'est bien le vôtre qu'il faut inscrire avant le arrobase. Ensuite, vous faites suivant. Ici, on va vous demander votre mot de passe. Bah, c'est celui que l'on vous a fourni, hein, à l'université et qui vous sert un petit peu pour tout. Du coup, on vient de le voir, accès au bloc intranet, accès aux sessions dans nos salles informatiques. Et ensuite, vous vous connectez. Une fois que vous êtes connecté, eh bien, vous allez voir tout en haut à droite un bouton Installer Office, juste ici. Et donc, une fois que vous avez ce bouton actif, eh bien, vous pouvez ici télécharger l'application Office et lancer le processus d'installation en ligne. Et une fois que c'est installé, ben, même hors ligne, vous aurez accès à Word, Excel, PowerPoint. Alors c'est un petit peu long, mais voilà, ça, vous pouvez l'installer sur tout un tas, de machines de votre choix. Voilà. Si vous avez un problème technique à ce sujet, vous pourrez venir me voir lors d'une séance en salle informatique. Mais sachez qu'il ne faut pas l'acheter et que vous y avez accès gratuitement en tant qu'étudiant à l'IUT de Bayonne. Encore ensuite, un autre service, c'est le service Mon IUT. Donc de chez vous, vous pouvez accéder aux sessions informatiques sur votre ordinateur personnel à la maison, comme si vous étiez dans les salles informatiques. Alors ça, c'est très pratique parce que ça va vous permettre de rattraper des séances de chez vous que vous auriez loupées à l'IUT de Bayonne parce que vous avez été malade, etc., ou vous n'avez pas eu le temps de terminer une séance. Ça va vous permettre aussi de réviser, donc, par exemple de revoir ou refaire des points que vous n'auriez pas bien compris sur votre session. Ça va vous permettre de travailler, du travail à la maison, des exercices bonus, des exercices complémentaires. Et ça va vous permettre aussi eh bien d'utiliser tous les logiciels métiers payants euh, que vous ne pouvez pas installer chez vous. Alors en effet, par exemple, à l'IUT, on utilise des logiciels métiers comme par exemple le BP pour la comptabilité, la paye, la gestion commerciale. Vous ne pouvez pas installer ces logiciels chez vous parce qu'ils sont payants, ils sont relativement chers.
Je pense aussi à d'autres logiciels pour faire des cartes mentales ou déjà de la gestion de projet comme MindView par exemple, auquel vous avez accès à l'IUT de Bayonne. Donc chez vous, vous ne pouvez pas les installer puisqu'il va falloir les payer. Euh, on met à votre disposition la suite Office, c'est déjà bien gratuitement chez vous, mais on ne peut pas mettre toutes les applications métiers disponibles de chez vous. Donc la session à distance, elle va pallier ce problème puisque vous allez pouvoir vous connecter sur nos machines de chez vous comme si vous étiez à l'IUT. Et donc du coup, vous aurez accès à toutes les applications métiers via la session à distance et bien, de chez vous pour pouvoir justement continuer à travailler en compta, en gestion de projet, en informatique, pourquoi pas. Et vous aurez même accès donc à vos disques réseau pour pouvoir voilà, enregistrer les fichiers, les récupérer, etc. Alors, comment est-ce qu'on accède à ces sessions à distance où on les active de chez vous? Donc, il suffit dans le bloc intranet toujours de cliquer sur Mon IUT. Et ici, vous allez avoir toute une documentation pour justement vous vanter les mérites de ce service. Donc, vous cliquez sur ce lien moniut.iutbayonne.unif-po.fr pour accéder justement aux sessions à distance. Alors, ce qui est pratique, c'est que ces sessions à distance, il n'y a pas besoin de gros logiciels spécifiques. Vous pouvez les activer directement dans le navigateur. Donc ça, c'est pour un usage simple. Après, vous pouvez installer des logiciels un petit peu plus poussés pour prendre en compte tout votre environnement. Donc en utilisant des logiciels comme Citrix qui vont vous permettre voilà, d'avoir tout un espace, enfin de transformer finalement votre machine comme si c'était une machine de l'IUT. Donc vous avez tout un tas de docs selon les plateformes que vous trouvez. Si vous vous trouvez sur un PC, donc pour pouvoir voilà, mettre en place cette session à distance, tester si ça marche, bah, vous avez la doc pour les PC, doc pour Android si vous voulez y accéder avec une tablette par exemple. Et si vous êtes sous Mac, voilà, vous avez cette autre documentation. Donc en général, ces documentations, elles vous expliquent comment voilà, lancer les sessions à distance et surtout comment installer des logiciels qui vont vous permettre voilà, d'avoir la session à distance qui exploite le clavier entièrement, la machine, etc. Mais si vous voulez accéder aux sessions à distance de façon assez rapide, moi je ne peux que vous conseiller de cliquer sur ce lien moniut.iutbayonne.unif-po.fr et ça va vous permettre justement d'afficher directement dans le navigateur, vous n'avez pas besoin d'installer d'autres logiciels, dans le navigateur vous allez pouvoir, vous voyez quand je clique dessus, vous allez pouvoir mettre votre identifiant, votre mot de passe qui vous a été fourni par l'IUT. Et donc là, alors l'identifiant ici par contre c'est sans arrobase, etc. Donc là vous mettez votre identifiant simple, votre mot de passe et vous aurez Windows 10 qui va s'afficher directement dans le navigateur et vous allez pouvoir l'utiliser, surtout si vous le mettez en plein écran, vous allez pouvoir utiliser dans le navigateur la session à distance comme si vous étiez à l'IUT, donc utiliser tous les logiciels, vos ressources de chez vous. Voilà. Donc là, bien évidemment, il faut une connexion Internet pour pouvoir accéder à ce service. Donc voilà pour la session à distance. Alors, dernier service très utile que l'on va utiliser toute l'année, c'est l'accès à la plateforme pédagogique que nous utilisons. Et cette plateforme, elle s'appelle eLearn. Donc, c'est une plateforme en ligne qui va regrouper tous les cours de la formation, dont le mien. Et elle va vous permettre justement d'accéder à la scénarisation des cours, voilà, les séquences, donc les différents éléments du cours de façon chronologique ou thématique. Ça va vous permettre de récupérer les supports, donc par exemple le sujet de TD que je vous mets juste à côté en PDF, vous allez pouvoir déposer des devoirs pour certaines activités ou effectuer des QCM pour des évaluations ou autres. Donc on va accéder à cette plateforme pédagogique. Hop, on va aller sur la session. Plateforme pédagogique. Donc ici, on voit eLearn. Donc il suffit de cliquer sur le bouton. Donc là, on va vous demander votre identifiant et votre mot de passe. Voilà.
Et donc là, vous accédez donc à la plateforme eLearn. Donc là, on reconnaît que vous êtes de l'IUT de Bayonne et du Pays Basque. Et ensuite, vous pouvez naviguer en cliquant sur les pastilles selon la formation dans laquelle vous appartenez. Donc là, par exemple, nous, on est en GEA, on va cliquer sur GEA. Et dans GEA, ici, vous allez avoir différents liens qui vont vous permettre d'accéder au cours du semestre 1, du semestre 2, ou bien si vous êtes dans d'autres formations, comme par exemple en licence professionnelle, voilà, on peut cliquer pour accéder aux différents cours de ces formations-là. Donc là, nous, on est en semestre 1. Donc si vous cliquez sur semestre 1, vous allez avoir accès à tous les cours du semestre 1 en GE1. Donc ici, voilà, il y a beaucoup de cours, beaucoup de ressources à disposition. Donc là, ici, en ce qui concerne mon cours, donc on a deux liens possibles. Soit cette ressource-là, la ressource 1, 2, 3, outils numériques de gestion, ou bien soit cette ressource ici, la ressource 1, 3, 4, outils numériques de communication. Voilà, donc ces deux liens, outils numériques de gestion et outils numériques de communication, pointent sur le même espace de cours. Donc, si vous cliquez dessus, on va pouvoir vérifier si vous y êtes bien inscrit. Donc pour ce faire, il faut se connecter, bien entendu. Cliquez sur le bouton connexion si vous n'avez pas votre nom qui est apparu en haut à droite de la page. Et donc, quand vous êtes connecté, vous allez pouvoir voir ici le détail du cours et tout en bas, les séquences qui commencent. Donc là, ici, on est sur la première séance, service en ligne et poste de travail. Donc là, vous avez accès au sujet de TD, à des ressources complémentaires utiles pour pouvoir faire cette séance-là. Et parfois, je mets d'autres liens qui peuvent être utiles. Voilà, un petit bilan de séance et souvent des vidéos qui vont pointer sur YouTube vers des petites séquences de maximum 5 minutes pour soit reprendre des notions que l'on a vues mais qui sont présentées d'une autre façon, soit voilà, axer sur quelque chose dont je n'ai pas le temps de voir et qui peut être intéressant pour vous. Voilà. Donc là maintenant, vous avez accès au sujet de TD. Donc là en autonomie, vous pourriez, si vous cliquez sur le TD1, voilà, vous pourriez en autonomie continuer la séquence pour finir ce sujet-là. Donc avant de faire cette opération-là, pour vous laisser en autonomie, alors bien sûr moi je vais le continuer dans la vidéo, mais voilà, avant de continuer, on va terminer cette petite partie. Alors sachez que tous les services que je viens de présenter, il y a des petits raccourcis voilà, utiles que vous pouvez utiliser. Alors ces raccourcis, ils apparaissent tout en haut de la page de l'IUT de Bayonne, Pays Basque. Alors on va s'y mettre dessus. Hop. Donc là, si vous allez en haut de toutes les pages, vous allez voir en haut ici tout un tas de petits liens voilà, qui vont vous permettre d'accéder à certains services de l'intranet. Alors bien entendu, certains de ces services, lorsque vous allez y cliquer dessus, puisqu'ils sont hors là, du bloc intranet, on va vous demander un identifiant et un mot de passe. Je pense en particulier donc, à la messagerie électronique, à mon IUT, la session à distance, ou bien à la plateforme pédagogique eLearn. Voilà, ces trois services ici, il faut s'authentifier pour pouvoir y accéder. Après, vous pouvez avoir d'autres services ici en raccourci, la page Facebook ou LinkedIn de l'IUT, ou bien le portail de l'université. Voilà, vous pouvez y accéder. Mais voilà, grosso modo, ici, il va falloir s'authentifier. Mais ce que je voulais vous montrer ici, c'est que c'est plus rapide que d'aller dans le bloc intranet, mettre son identifiant, son mot de passe, cliquer sur les boutons, etc. etc. Ça peut être un peu long d'aller cliquer sur ce bloc à chaque fois, en fait. Voilà, d'aller en bas et d'aller cliquer dans le menu. Vous avez sur toutes les pages du site, même sur la page d'accueil que vous avez ici, vous avez ces boutons ici. Et vous allez très souvent cliquer sur le bouton messagerie électronique pour aller consulter vos mails. Très souvent, de chez vous, voilà, avoir le petit bouton Mon IUT, ça va vous permettre d'accéder à la session à distance rapidement.
Et puis pareil pour la plateforme pédagogique, quand vous cliquez dessus, hop, vous allez tomber tout de suite sur la page que nous avons vue tout à l'heure pour justement aller accéder à tous vos cours. Voilà, donc on a vu pas mal de choses sur cette partie. Donc on s'est connecté à eLearn avec l'identifiant mot de passe et on a vérifié que vous pouviez accéder aux cours en ligne. Alors je vous le remontre pour vérifier. Si vous pouvez accéder à mon cours en ligne correctement, normalement vous devriez voir, donc bien évidemment le sujet TD, mais tout en haut, un logo Word, le logo Pix juste à côté, et un petit bienvenue dans l'espace de cours, outils numériques de gestion et de communication. Voilà. Si vous voyez ça et que vous pouvez accéder au PDF du sujet tout en bas, c'est que tout fonctionne bien. S'il y a un souci de connexion, eh bien vous venez me voir lors d'une séance de TD et on réglera votre problème. Alors pour le moment, vous ne voyez que cette séance, mais bien entendu, au fur et à mesure des semaines, j'activerai sur la plateforme pédagogique les différents sujets de TD au fur et à mesure. Donc nous avons navigué dans l'espace de cours, on a vu les différentes ressources en ligne qui concernent le premier sujet, le PDF. On a vu qu'il y avait un petit fichier qu'on va utiliser tout à l'heure. Donc vous pouvez continuer les questions qui suivent en autonomie. Alors lorsqu'on travaille en autonomie, ce qui est bien, c'est de travailler avec le sujet en ligne d'un côté et le navigateur de l'autre. Donc si vous avez des gros écrans, comme ceux que l'on a à l'IUT, vous pouvez mettre les deux fenêtres, la plateforme pédagogique d'un côté et de l'autre côté, les manipulations que vous faites, ça peut être sur Word, etc. Donc c'est bien de mettre le PDF d'un côté et puis par exemple le navigateur Word de l'autre côté pour éviter de switcher de l'un à l'autre, ça va vite être énervant. Donc vous réglez vos fenêtres pour que ça soit agréable. Alors si vous n'avez pas de grand écran, que vous travaillez sur un ordinateur portable, c'est pas grave, vous pouvez utiliser différents bureaux. En général, sur les ordinateurs portables, vous pouvez créer plusieurs bureaux et vous pouvez switcher d'un bureau à un autre. Donc, vous pouvez mettre votre sujet de TD d'un côté et puis sur un autre bureau, vous pouvez mettre votre travail pour éviter d'avoir de multiples fenêtres sur un même espace de travail. Voilà, donc ça se fait bien sur Mac, ça se fait bien sur Windows aussi ou sur Linux. Donc l'idée c'est d'avoir ce type de choses, essayer d'avoir le sujet de TD d'un côté, par exemple ici, le sujet de TD à droite, et puis sur la gauche, votre session informatique sur laquelle vous travaillez avec votre navigateur, par exemple, pourquoi pas. Voilà. Donc il faut travailler avec des espaces en essayant d'organiser son espace correctement pour pouvoir être efficace. C'est ça le but. Alors, étant donné que vous avez tout accès en ligne, je n'imprimerai aucun sujet, bien entendu. Et puis, sauvons la planète, bien entendu, c'est important. Donc, vous avez accès à tous les sujets de TD, donc, vous avez accès dans cette vidéo, donc j'ai aucune utilité d'imprimer ces éléments-là. Et bien entendu, aucune séance ne sera à rattraper. Donc si vous êtes malade, vous arrivez trop en retard pour intégrer le cours, vous avez oublié le cours, vous avez un rendez-vous à l'extérieur avec une entreprise, aucun souci. Mais par contre, je ne rattraperai aucune séance, surtout que vous avez accès à mes vidéos en ligne sur la chaîne, que vous pouvez voir et revoir. Donc on va maintenant aller dans une partie qui est utile aux étudiants de l'IUT de Bayonne et du Pays Basque, mais c'est une partie, j'ai envie de dire, qui peut être utile à tout le monde. C'est comment bien utiliser sa messagerie électronique. Alors, vous utilisez tous une messagerie électronique, ça peut être Gmail, ça peut être la messagerie de Yahoo, ça peut être, il y a plein de messageries qui vous sont disponibles. Donc, vous avez tous envoyé ou reçu des emails. Mais par contre, depuis toutes ces années, j'ai constaté que vous avez une utilisation très basique en fait de la messagerie. Or là, ce qui est important, c'est
voilà, d'utiliser une messagerie dans un cadre professionnel. Et dans un cadre professionnel, ce que l'on fait dans une messagerie est très important. Donc on verra que l'on peut mettre plusieurs destinataires, bien entendu. On verra qu'il y a différents champs possibles dans une messagerie, le champ CC, le champ CCI, que l'on va découvrir ensemble. On verra qu'on peut mettre des pièces jointes, on verra qu'on peut créer des signatures donc, dans une messagerie, que c'est important lorsqu'on crée un message, c'est important de le faire. Et on verra aussi qu'on peut se tromper lorsqu'on envoie un email. On peut envoyer un email à une adresse qui n'existe pas, c'est possible. Et on verra le comportement, justement, quel est le comportement du, du, de votre messagerie lorsque, lorsque vous recevez, lorsque vous envoyez un message à quelqu'un qui n'existe pas. Qu'est-ce qui se passe? Comment savoir que je me suis trompé dans l'adresse email? Et ça peut arriver à tout le monde. Et ça peut d'ailleurs être problématique, puisque vous pouvez penser que vous l'avez envoyé, c'est bon, c'est fait, et en fait, la personne en face ne l'a jamais reçu, parce qu'en fait, vous vous êtes trompé d'une lettre, caractère, ou vous avez oublié un point, un tiret, etc. Donc, on va se connecter donc, à la messagerie de l'IUT. Ça nous permettra de la voir. Donc, pour pouvoir se connecter à la messagerie de l'IUT, eh ben, c'est comme tout à l'heure. On va se connecter sur la page de l'IUT de Bayonne. On va aller dans le bandeau tout en haut et vous avez ici Webmail. Le webmail, c'est la messagerie électronique accessible via un navigateur web. Donc là, ici, j'ai accédé à ma messagerie. Alors, il se peut que vous, ça vous demande votre identifiant et votre mot de passe. Donc, je peux créer des nouveaux messages. Donc là, ici, on voit le champ du destinataire et un champ CC, ici. Donc, le sujet de votre message, les pièces jointes, si vous voulez joindre donc, tout un tas de fichiers à votre mail. Et ensuite, le corps du message, donc tout en bas. Voilà. Et ensuite, le bouton envoyer pour pouvoir envoyer votre message. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande dans le sujet? Donc, tapez un message dans le corps du mail. Voilà, on va faire un petit message assez court. Et ce qu'on nous dit, c'est de faire attention, avant d'envoyer le message, vous devez toujours renseigner le destinataire ainsi que l'objet de votre message. Alors c'est important dans un email de mettre un destinataire, parce que si vous ne mettez pas de destinataire, il va s'envoyer à personne. Ensuite, l'objet du message est très important, puisque ça va permettre à la personne qui le reçoit eh bien, d'avoir une vue assez synthétique du contenu de ce message. Surtout que pensez qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les smartphones, les tablettes, et donc beaucoup de personnes n'ouvrent pas tous les emails, regardent les emails et ouvrent les emails en général parce qu'il y a un sujet ou un objet assez clair qui va inciter l'utilisateur à aller ouvrir l'email. Donc le destinataire et l'objet du message ou le sujet du message, c'est très important. Donc pour ce faire, il faut renseigner dans le champ A donc, une adresse. Donc là, je vous demande de mettre une adresse email de quelqu'un que vous connaissez. Si vous êtes en salle informatique, vous pouvez mettre l'email de votre voisin. Et ensuite, dans le champ objet, renseignez l'objet de votre message, quelque chose qui est parlant, qui incite l'utilisateur à ouvrir le message si c'est pertinent pour lui. Et ensuite, vous sélectionnez le bouton envoyer. Bon, ben, on va le faire pour vérifier que ça fonctionne. Surtout votre messagerie fonctionne. Donc je vais m'envoyer un message à moi-même. Alors vous pouvez voir que quand on clique, enfin on saisit un nom, eh bien vous avez une complétion automatique qui vous propose voilà, tout un tas d'adresses email. Donc là par exemple mon adresse email ici c'est sebastien.laborie@unif-po.fr. Hop, je peux la sélectionner. Donc ça va vous permettre de retrouver des enseignants assez facilement sans vous tromper. Dans le sujet, bon, ici, je vais mettre un sujet test. Voilà. Alors, vous, en général, il ne faut pas faire de longues phrases, hein, quelque chose de court qui parle à votre interlocuteur en face. Donc, test d'email. Et dans le contenu du message, je vais mettre ceci est un test. Voilà. Donc, ensuite, je vais envoyer le message. J'ai bien un destinataire, au minimum un. J'ai bien un sujet ou un objet de message qui va être envoyé donc, à moi-même. Et j'ai mis un petit message, ceci est un test. Alors vous pouvez aussi
voilà, mettre en gras, souligner, hein, vous avez tous les éléments ici pour pouvoir mettre en forme un peu les éléments de votre message. S'il y a des éléments, des dates importantes, voilà, les mettre en gras, souligner, puis le reste, vous le laissez normalement en gris clair. Donc ensuite, on envoie. Donc normalement, eh bien, vous allez recevoir, donc la personne donc reçoit le message, donc on le voit ici, hop, et on le voit, ceci est un test en gras, et c'est moi-même qui me le suis envoyé à moi-même. Voilà. Donc ça marche, vous pouvez faire des tests. Ça permet de tester aussi son répondeur automatique, parfois de faire ça. Donc ça peut être utile, ou au moins de voir si la messagerie fonctionne. Donc testez-le sur vous-même, ou bien sur votre voisin, ou quelqu'un que vous connaissez, mais qui peut vous répondre tout de suite pour vérifier que cela fonctionne. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans l'expéditeur, du coup, vous voyez bien votre adresse email que vous pouvez noter euh, pour la communiquer aux enseignants ou à votre groupe de projet si nécessaire. Alors ensuite, on continue. Donc si ça fonctionne, on va voir donc les autres champs des adresses email. Donc lorsque vous rédigez un email, on vous demande à quoi servent les champs CC, CCI et joindre. Donc ça, ce sont des champs très importants. Souvent, vous ne les connaissez pas. Et pourtant, ils sont très utiles dans un cadre professionnel, dans une entreprise, une organisation, voire même entre vous à l'IUT, lorsque vous travaillez en projet avec un enseignant, par exemple. Alors, lorsqu'on se connecte à la messagerie, lorsqu'on fait un nouveau message, ici on voit uniquement le champ A, donc les destinataires, et le champ CC. Mais vous pouvez activer les autres champs. Si vous cliquez sur CC, vous verrez apparaître CCI ici, par exemple. Donc vous pouvez voilà, faire apparaître d'autres champs via CCI, ici. Vous voyez, ils ne sont pas tous actifs. Alors, je vais me chercher pour faire apparaître ce champ. Par exemple, on va rechercher Laborie, voilà, et on va le mettre en CCI. Hop, voilà. Voilà. Tac, tac, tac. Ok. Voilà, vous voyez, ça fait apparaître le champ CCI en plus. Alors, à quoi servent tous ces champs? Donc ici, le champ destinataire, c'est un champ qui est utile pour mettre des adresses email des personnes à qui on s'adresse. Donc on s'adresse à ces personnes, il peut y avoir plusieurs personnes. Je peux m'adresser, par exemple, comme on l'a vu tout à l'heure, à moi-même. Je peux m'adresser au secrétariat du département GEA, donc sec-gea@iut Bayonne. Voilà, je peux m'adresser à plusieurs personnes. Là, ici, par exemple, je vais m'adresser au secrétariat de l'IUT de Bayonne. Ensuite, le champ CC. On peut faire pareil, on peut mettre plusieurs personnes. Je peux me mettre moi-même, pourquoi pas. Je peux mettre, par exemple, le chef du département GEA de l'IUT de Bayonne, donc M. Darrigue, admettons. Voilà. Donc, quelle est la différence entre ce champ destinataire ici et ce champ CC ici? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le champ destinataire, ce sont des personnes à qui on s'adresse. Donc, on attend en fait une réponse de leur part. Donc là, par exemple, je m'adresse au secrétariat du département GEA de l'IUT de Bayonne. Mais pour autant, les autres personnes ici vont recevoir ici le message que j'adresse au secrétariat du département GEA de l'IUT de Bayonne. Donc là, en l'occurrence, moi-même, je recevrai ce message et M. Darrigue recevra aussi le message. Alors vous me direz, mais pourquoi nous n'avons pas mis toutes ces personnes dans le champ destinataire? Pourquoi est-ce que certaines personnes ici sont dans le champ CC? Eh bien parce que le champ A permet de s'adresser à des personnes, et donc si on s'adresse à une personne, on s'attend à avoir une réponse, alors que le champ CC ici signifie copie carbone, et il va nous permettre de mettre au courant des personnes. Donc ici par exemple, je veux envoyer un message au secrétariat, j'attends une réponse de leur part, mais je mets au courant moi-même et le chef de département. Alors
ils vont recevoir le message, mais ils ne sont pas destinataires. Ils sont en copie. D'ailleurs, ce terme en copie est assez utilisé dans les entreprises. On dit ah, je vais envoyer un message à tel client, je te mets en copie. C'est même rentré dans notre vocabulaire de tous les jours lorsqu'on veut communiquer avec la messagerie. Donc ça veut simplement dire que je vais m'adresser à quelqu'un, mais je te mets au courant, je te mets en copie. Donc tout le monde va recevoir le message ici, hein, euh, le secrétariat bien entendu, moi-même je vais recevoir une copie du message et donc le chef de département va aussi recevoir le message. Le secrétariat va voir qu'il est en destinataire, donc il s'attend à recevoir cette demande de votre part et à y répondre. Par contre, moi-même ou le chef de département, on ne va pas forcément répondre à ce message. Là, c'est simplement ici pour tenir au courant finalement des personnes complémentaires. Donc là, par exemple, j'envoie un message au secrétariat, il est censé me répondre, et ici, je mets au courant le chef de département de ma demande. Il n'est pas censé vous répondre, mais il peut le faire s'il le souhaite pour rentrer dans la conversation, pour ajouter des compléments. Voilà. Donc ça, c'est assez pratique de faire cet usage-là. On peut le faire par exemple en gestion de projet. Vous vous adressez à quelqu'un, par exemple à un membre d'une association, à un président d'association, à quelqu'un qui organise un événement avec vous, et en copie, vous mettez vos collaborateurs ou bien votre enseignant tuteur pour les mettre au courant. On n'attend pas forcément de réponse de vos collaborateurs, les autres étudiants qui travaillent avec vous, ou de votre enseignant-tuteur qui gère le projet avec vous. Eux, ça permet simplement de les tenir au courant que vous avez envoyé le message, puisqu'ils vont le recevoir. Donc on les a mis en champ copie carbone. Par contre, le destinataire, lui, il va recevoir le message, il va voir qu'il y a tout un tas de personnes en copie dans le champ CC, il peut communiquer avec eux s'il a envie, mais normalement, il est censé vous répondre. Alors ensuite, il y a deux possibilités. Soit il fait répondre et il répondra qu'à vous, soit il fait répondre à tous et à ce moment-là, il répondra à vous en mettant en copie tous ceux qui étaient en copie dans le message original. Alors ensuite, le champ CCI. Eh bien, le champ CCI, c'est une extension du champ CC. Alors souvent, il y en a qui pensent que le champ CC, c'est copie cachée. Parce qu'il y a deux C, copie cachée. Alors, c'est pas du tout copie cachée, hein, c'est copie carbone. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà envoyé des recommandés avec accusé de réception à l'ancienne, mais les recommandés à l'ancienne, voilà, on allait à la poste, on écrivait, et puis il fallait appuyer fort sur le stylo pour pouvoir inscrire sur les autres feuillets derrière ce que vous étiez en train d'écrire sur le document original au début. Eh bien, la copie carbone, c'est justement ces feuilles qui sont juste derrière. C'est pour mettre au courant les administrations que vous êtes en train d'envoyer ce message-là. Ça permet d'archiver, d'avoir une copie de ce que vous avez écrit avec votre stylo. Ben, finalement, on n'a pas réinventé la roue dans la messagerie électronique. Donc vous avez le message original qui est envoyé au destinataire et vous avez la copie carbone, ben, le doublon en fait, hein, le double, l'archive, donc qui est envoyé à toutes les personnes qui sont en CC. Donc ça ne veut pas dire copie cachée. Par contre, le champ CCI ici, c'est la copie carbone invisible. Ça veut dire que ici, vous pouvez mettre tout un tas de personnes, comme dans le champ A et le champ CC, vous pouvez mettre plusieurs personnes dans ce champ CCI. Par contre, il va y avoir une petite différence avec le champ CC, c'est que dans le champ CCI, toutes les personnes que vous allez renseigner vont recevoir le message, mais par contre, les personnes qui sont dans le champ destinataire et en copie visible ici, en copie carbone visible ici, donc ne vont pas voir les personnes que vous mettez en CCI. Donc, par exemple, si je mets en copie carbone invisible moi-même, donc là j'envoie un message au secrétariat, donc j'attends une réponse de sa part, c'est un message qui lui est destiné, je mets en copie carbone le chef de département pour le mettre au courant. Je n'attends pas forcément une réponse de sa part, mais il est au courant, il peut répondre s'il a envie. Le secrétariat voit que j'ai mis en copie le chef de département pour qu'il soit au courant. Et j'envoie une autre copie à moi-même, admettons, mais ça peut être une autre personne du département, ça peut être par exemple Madame Sanson, par exemple, qui est responsable du suivi des étudiants de première année. Donc là, par exemple, vous voyez que je peux mettre plusieurs personnes. Mais si je fais l'exemple ici, donc j'envoie un email ici, donc mon message,
j'envoie mon message qui est juste en dessous au secrétariat, j'attends une réponse de sa part, je mets au courant le chef de département, donc qui le recevra et qui verra que j'ai écrit au secrétariat, qui peut répondre ou non, c'est juste simplement pour le mettre au courant. Et Madame Sanson, ici, qui est en copie carbone invisible, recevra le message, mais ni le secrétariat ni le chef de département saura que j'ai mis Madame Sanson en copie. Voilà. Donc ça, en général, c'est utilisé dans les entreprises. On s'adresse à un client, on met en copie un chef de service et on met en copie carbone invisible, par exemple, le patron de l'entreprise. Alors, pourquoi on fait ça? Ben parce qu'on voudrait, par exemple, voilà, s'adresser à un client particulier. On voudrait par exemple ici mettre au courant le chef de service. Le client pourrait d'ailleurs se retourner sur ce chef de service hein, puisqu'il connaîtrait l'adresse email par conséquent, puisqu'il est en CC. On pourrait mettre un secrétariat hein, aussi, hein, s'adresser à un client et mettre un secrétariat pour voilà, tenir au courant. Et le client pourrait s'adresser à ce secrétariat. Voilà, parce qu'on évite de mettre en général des adresses email de hiérarchie. Hein, en général. Et puis en copie carbone invisible, ben là voilà, on va mettre peut-être des collaborateurs, mais on ne voudrait pas que le client connaisse l'adresse email de ces collaborateurs-là, ou on pourrait mettre le patron de l'entreprise pour lui dire qu'on tient au courant le patron de l'entreprise, mais on tient aussi à ce que les personnes qui sont en destinataire ou en CC voilà, ne sachent pas que le patron est au courant. Voilà, pour ne pas divulguer son adresse email, qui pourrait être d'ailleurs une adresse email personnelle. Alors ça, c'est pas bien de le faire, mais c'est mieux d'utiliser l'adresse professionnelle. Mais voilà, ici, ce champ CCI permet de mettre au courant tout en cachant les personnes que vous renseignez ici aux personnes qui sont destinataires ou en copie carbone, visibles. Donc, toutes les personnes qui sont sur les deux premières lignes sont visibles les unes avec les autres. Toutes les personnes que vous mettez en copie carbone invisible sur la dernière ligne, ici, ne sont pas visibles ni du champ destinataire, ni des personnes qui sont en copie carbone, ni d'ailleurs, si vous mettez plusieurs personnes ici en CCI, elles ne seront pas visibles les unes des autres. Alors il y a des cas par exemple qui existent où on met énormément de personnes en CCI, ici, on va dire des cinquantaines ou une centaine d'adresses email les unes à côté des autres, et personne en destinataire ni en CC. Donc l'usage de ça, c'est les spams. Voilà, tout ce qui est email de publicité, démarchage, etc. On met tout un tas de personnes en CCI. Euh, on envoie la publicité ici, et donc tout le monde reçoit l'email, mais personne ne se voit entre eux puisqu'on est en copie carbone invisible. Donc voilà pour l'usage ici de la messagerie et notamment des champs A, CC et CCI. Donc le destinataire, la copie carbone pour mettre au courant et la copie carbone invisible pour mettre au courant de façon cachée. Donc ça, il faut maintenant l'utiliser de façon appropriée, éviter de mettre tout le monde en destinataire puisqu'on ne sait plus à qui on s'adresse. Si vous mettez une dizaine de personnes, voilà, c'est en général ce que vous faites. On va plus savoir à qui on s'adresse, qui on met au courant, etc. Et d'ailleurs, quand on trie ses mails, lorsqu'on est en destinataire, voilà, on est censé répondre le matin. Quand on voit qu'on est en copie, voilà, on voit, ah, on est mis au courant, voilà, et on traite beaucoup plus efficacement sa messagerie électronique de cette façon-là que si on met tout le monde en destinataire. Donc voilà pour ces champs CC, CCI. Alors le champ joindre, alors ça en général vous connaissez. Le champ joindre ici, ça permet d'ajouter dans le mail des pièces jointes. Donc attention, ici il y a un quota. On ne peut pas mettre des gros volumes de fichiers, on ne peut pas mettre 50 mégas, 1 giga. Voilà, en général ça va 10 mégas maximum. Donc faites attention lorsque vous mettez plusieurs pièces jointes, voilà, de respecter le quota maximum de fichiers que vous pouvez envoyer, tout en sachant que ce quota varie selon la messagerie de l'université ou un autre type de messagerie comme Gmail ou autre. Alors maintenant, on va envoyer un message à quelqu'un qui n'existe pas. Donc ça, c'est possible. On peut tout à fait le faire. Donc on va le faire ensemble. C'est parti. Donc ici, on va envoyer un email à tatayoyo@unif-po.fr. Donc cette adresse email n'existe pas.
à l'université. Mais ce qui est important, c'est de voir quel est le comportement, comment on sait qu'en fait on s'est trompé, en fait. Cette personne n'existe pas. Donc ça, je vais vous demander de le faire. Alors ici, dans le champ A, on va mettre tatayoyo@univ-po.fr. Voilà, et puis ici, je mets mon message. On va faire un test 2 ou test mail inconnu. Ça sera même plus parlant. Et j'envoie mon message envoyé. Donc là, ne trompez pas, tatayoyo@univ-po.fr. En même temps, j'allais dire, si vous vous trompez, c'est pas grave, puisque de toute manière, cette personne n'existe pas. Donc j'envoie le message. Donc là, on voit ma boîte de réception de tout à l'heure. D'ailleurs, vous pouvez supprimer les emails si vous souhaitez les supprimer. Ensuite, vous rafraîchissez, vous allez voir un email là qui est arrivé, Mail Delivery System. Alors, il est possible qu'il se mette ici dans la boîte de réception ou qu'il tombe dans vos spams. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on voit lorsqu'on ouvre ce message? Eh bien, on voit que mon email n'est pas arrivé. Voilà. Donc c'est écrit en anglais. Je vous informe, je suis désolé, mais je vous informe que votre message n'a pas pu être délivré donc à l'adresse que vous aviez indiquée. Donc ça, c'est une façon, voilà, de savoir si on s'est trompé. Donc, si vous envoyez un message à quelqu'un, un enseignant, voilà, et vous avez ce type de message, donc allez à l'intérieur, regardez d'ailleurs, vous avez le mail ici originel que vous pouvez ouvrir pour voir ce que vous aviez envoyé et qui n'a pas été transmis. Et ça, c'est quand même important de vérifier. Vous voyez, c'est assez instantané. Parce que si vous vous trompez, la personne au bout du fil, elle n'a pas reçu votre message et c'était peut-être un message important. Par exemple, si vous écrivez au secrétariat quelque chose de très important ou à un client avec un devis très important et que vous avez ce message-là que vous recevez, eh ben, c'est que vous vous êtes trompé et il faut refaire. Alors parfois, ça peut être des problèmes, voilà, d'adresse de messagerie où vous êtes trompé au niveau de l'adresse mail. Ça peut être aussi un quota de pièces jointes qui est assez important et la boîte mail de votre destinataire a un quota qui est plein parce que la personne ne vide pas ses emails. Donc un quota plein, donc vous serez au courant qu'il n'a pas pu avoir votre email parce qu'il y avait un gros volume de fichiers. Donc il suffit de lire le message en anglais là sur la droite et en général, il est suffisamment explicite pour vous dire pourquoi ça n'a pas été délivré. C'est un petit peu en anglais, mais aujourd'hui l'anglais c'est important de le maîtriser et de comprendre pourquoi ça n'a pas été envoyé. Mais vous voyez, vous avez des messages d'erreur pour vous alerter et ça c'est important. Plutôt que de dire ah tiens j'ai un mail en anglais c'est un spam, non, allez-y, regardez à l'intérieur. Et d'ailleurs ça fonctionne sur tous les outils de messagerie, pas que sur celui de l'université, ça marche aussi sur Gmail. Vous pourrez faire un test si vous le souhaitez. Donc là vous pouvez supprimer les mails que vous avez rédigés, voilà, pour vider un petit peu votre boîte. Peut-être que vous avez des emails que vous avez reçus par l'université. Donc que signifie cet email? Eh bien que l'email n'a pas été envoyé puisque tatayoyo n'existe pas. Donc maintenant vous allez voir que l'on peut créer des signatures à nos emails, puisque vous avez vu qu'à chaque fois que je faisais un nouveau message, le contenu du message était vide. Et j'écrivais du texte que je pouvais mettre en forme si j'avais envie. Alors c'est bien de créer des signatures à la fin de vos messages, de signer avec votre nom, votre prénom, et souvent on fait partie d'une organisation, alors celle de l'IUT de Bayonne, pourquoi pas, ça peut être une entreprise. Donc c'est bien de mettre ses coordonnées avec le logo de son entreprise. Et on ne va pas le faire à chaque fois. Vous imaginez à chaque fois si je fais un nouveau message, je mets mon nom, mon prénom, mes coordonnées, le logo de l'entreprise. C'est très long de le faire à chaque fois. Aujourd'hui, les emails, on en envoie voilà, une vingtaine, une cinquantaine, une centaine par jour selon la structure dans laquelle vous vous trouvez, votre rôle. Donc on va créer des signatures automatiques. C'est possible de le faire avec l'outil de messagerie de l'université. Mais dans les outils classiques de webmail type Gmail ou autre, vous pouvez créer ces signatures automatiques et c'est important de le faire. Alors pour pouvoir créer ces signatures automatiques, donc il suffit d'aller en général dans les parties préférences de vos webmails, sur Gmail ou autre. Donc là on est sur celui de l'université et vous avez un champ signature. Et dans signature, vous pouvez créer des signatures. Donc par exemple la signature IUT. Alors je vais lui donner un nom parce qu'on peut créer tout un tas de signatures. On pourrait faire une signature en français, IUTFR. On pourrait créer une autre signature en anglais, IUTEN.
Voilà, vous pouvez créer tout un tas de signatures que vous pouvez ajouter ici dans votre liste de signatures et changer de signature selon si vous écrivez à l'international ou en France. Donc là, on va en créer qu'une seule, hein, celle de l'IUT. Donc on vous demande ici dans le sujet de créer la signature qui est juste ici, là, donc avec votre nom, votre prénom, et puis le logo de l'IUT de Bayonne et du Pays Basque. Alors déjà, au préalable, on va peut-être aller récupérer ce logo-là. Donc pour pouvoir aller le récupérer, il suffit d'aller sur le cours en ligne. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a des ressources associées au sujet. Donc si vous cliquez sur le logo ici, sur cette ressource, vous allez voir le logo à plat. Alors vous avez vu qu'il y a différents types de logos. Il y a des logos horizontaux. Celui qui est en dessous là, de ma vidéo, il est vertical. Donc là, pour les emails, vous choisissez celui qui vous convient, hein. Bon là, je voulais vous montrer que vous avez la version horizontale. Donc on va prendre celui-là. Pour le prendre, vous faites clic droit, enregistrer l'image sous, et puis vous l'enregistrez sur votre bureau. Hop. Donc là, vous allez l'avoir ici. Ah, alors pardon, j'ai fait la manipulation, mais vous ne l'avez pas vu dans la vidéo, donc je vais la refaire. Excusez-moi, je suis allé un peu vite. Alors, on va afficher la session. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, sur le cours en ligne, donc vous avez accès au logo version horizontale. Vous avez la version verticale juste en dessous dans la vidéo qui existe et qui est disponible sur le site de l'IUT de Bayonne. On clique dessus. Vous avez le logo là qui s'affiche. Un petit clic droit. Enregistrer l'image son. Et vous mettez ça sur le bureau. Enregistrer. Une fois que vous avez enregistré, vous allez voir sur le bureau, le logo apparaît ici. Voilà. Donc ensuite, vous revenez dans votre outil de messagerie. Donc là, ici, dans l'outil de messagerie, sur le côté, vous pouvez changer le format parce que là, c'est un format uniquement textuel. Donc vous pouvez mettre un format HTML qui va vous permettre voilà, de faire une mise en forme un petit peu plus intéressante que le texte simple. Par exemple, mettre en gras, souligner, rajouter des images. Donc là, on va mettre le format HTML. Donc vous voyez que vous avez ici tout un tas de possibilités de mise en forme. Donc là, on va mettre son prénom. Moi, je vais mettre le mien, son nom, ici. Moi, je vais mettre juste en dessous enseignant, enseignant au département GEA. Vous mettez votre prénom, votre nom, étudiant en GEA. Vous pouvez rajouter première année. Et juste en dessous, on va mettre le logo que l'on vient de télécharger. Donc, vous mettez insérer une image. Vous allez chercher sur le bureau l'image que l'on vient de télécharger du logo horizontal qui est ici. Vous faites ouvrir, vous faites OK, voilà, OK, et vous avez votre logo juste en dessous. Alors vous pouvez le retailler, vous voyez c'est dynamique, parce que des fois le logo il peut être très très gros. On peut le retailler pour le mettre à la dimension qui vous intéresse. Une fois que vous avez terminé, donc là je peux mettre aussi mon nom en gras pour vous montrer un petit peu, hein. Voilà, hop, voilà, pour que ça soit un petit peu joli. Augmenter la taille, etc. Voilà. Hop, on va mettre enseignant au département GEA en plus petit. Bon, ça c'est vous, vous le faites en italique, pourquoi pas. Voilà, je pourrais mettre mon adresse email, mon numéro de téléphone, mon adresse postale, etc. Voilà. Donc vous faites quelque chose de plutôt sympa. Ensuite, une fois que vous avez créé la signature, eh bien, on veut que cette signature qui s'appelle IUT, elle s'intègre à tous mes nouveaux messages et qu'elle s'intègre aussi lorsque je fais répondre à quelqu'un. Donc là, il faut bien mettre ici dans la liste le nom de la signature que vous venez de créer. Moi, ici, je l'ai appelé IUT. Si on avait créé deux signatures IUTFR et IUTEN, eh bien, on pourrait mettre à chaque nouveau message, on pourrait sélectionner la signature soit en français, soit en anglais pour chaque nouveau message. Une fois qu'on a fait cet élément-là, on peut aussi s'interroger sur la position de la signature. Alors généralement, moi je mets ma signature au-dessus du mail inclus.
C'est-à-dire que quand on fait répondre à quelqu'un, eh bien la signature, elle se trouve juste en haut avec le message de la personne, l'ancien message finalement, juste en dessous de la signature. Voilà. Mais vous pouvez faire l'inverse. Vous pouvez les mettre au-dessous, mais ça fait un peu bizarre d'avoir le message ancien auquel on répond et la signature en dessous. Enfin, c'est un peu étrange. En général, on laisse par défaut cette chose-là. Voilà. Au-dessus, la signature au-dessus du mail. Alors aussi, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez mettre voilà, vous pouvez mettre deux petits entrées, histoire de... Voilà, vous remettez avec une taille de texte par défaut, hein, voilà, et vous faites deux petites entrées, comme ça le message est prêt à être écrit, plutôt que de coller la signature en haut. Voilà, donc une fois que c'est fait, il faut bien penser à faire enregistrer en haut à gauche. Et voilà, les préférences ont été enregistrées. Donc maintenant, à chaque fois que je vais faire nouveau message, je vais voir la signature. Donc là, admettons, nouveau message. Hop, et qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois ma signature, enseignant au département, le logo, et ici, je peux commencer à écrire mon mail. Alors, n'oubliez pas les formules de politesse, faites attention aux fautes d'orthographe, et puis vous pouvez conclure voilà, avec un petit bien à vous. C'est à la mode ce type de message. Si vous voulez coller un petit peu plus la signature, vous pouvez retourner dans les préférences et corriger ce que vous avez fait. Voilà au niveau du mail. Et on a fait à peu près le tour, voilà, pour un usage professionnel. Donc on a vu comment utiliser le champ A, le champ CC, le champ CCI. Attention, comment intégrer une pièce jointe au quota. Systématiquement mettre un objet assez parlant pour la personne en face, pour qu'elle puisse ouvrir le message. Pensez au smartphone, on ne voit que les objets, pas forcément les contenus des messages directement. On a vu qu'on pouvait se tromper au niveau des adresses mail des destinataires et on a des messages d'erreur qu'il faut tenir compte pour pouvoir réagir, corriger l'adresse du destinataire afin qu'il puisse recevoir l'email. Et enfin, on a vu comment configurer une signature de mail avec un logo et puis une mise en forme un peu sympa pour qu'à chaque fois que l'on fasse un nouveau message, qu'on crée un nouveau message et à chaque fois que l'on répond à un message, eh bien on a cette signature qui apparaît en bas, ça fait professionnel. Voilà, vous pouvez le faire aussi lorsque vous serez en stage au sein de votre entreprise d'accueil. Donc voilà pour cette partie messagerie. Donc maintenant, là, cette partie elle va s'adresser plutôt donc aux étudiants de l'IUT de Bayonne, moins aux personnes de l'extérieur, mais si vous êtes curieux, vous pouvez la suivre, bien sûr. Donc là, ici, je vais vous montrer comment travailler sur sa session Windows, donc au sein de l'IUT de Bayonne. Donc dans la partie précédente, on avait fait un tour d'horizon des services de base en ligne, donc qui vous seront utiles. Dans cette partie, on va effectuer différentes manipulations de base qui vous permettront de travailler sur votre session tout au long de votre formation à l'IUT. Donc là, je vais montrer des manipulations sur comment enregistrer, sauvegarder les fichiers à l'IUT de Bayonne. Bon, les bonnes pratiques, je vais en dire quelques-unes. Donc d'organisation de ces dossiers, de ces fichiers, pas que pour les étudiants de l'IUT de Bayonne, hein, c'est pour tout le monde. Et ensuite, dans cette partie, je montrerai aussi voilà, comment créer des raccourcis, comment créer des archives, comment créer une capture d'écran. Voilà, ce sont des opérations de base qu'il faut savoir faire donc en tant qu'étudiant pour agrémenter des rapports de stage, mais aussi en tant que professionnel pour pouvoir voilà, envoyer, comme je le disais au tout début de la vidéo, des éléments à des techniciens pour qu'ils comprennent ce qui se passe sur votre écran, ou bien pour pouvoir envoyer des multiples fichiers de façon compressée à des collaborateurs. Alors, on vous demande de faire un clic droit sur l'icône Windows dans la barre des tâches et de sélectionner l'option Explorateur de fichiers. Et là, on va essayer de voir comment est-ce qu'on accède à son disque réseau, son espace disque en ligne pour pouvoir enregistrer ces fichiers. Donc, hop, on va se mettre sur la session. Donc là, c'est un Windows tout à fait classique. Alors, vous ne voyez pas ma barre de tâches, mais elle est juste en dessous, hein, avec le logo Windows. Donc, on va faire un clic droit dessus. Là, vous allez voir normalement voilà, tout un tas d'éléments. Un petit clic droit et on va aller dans l'explorateur de fichiers. Donc, à l'IUT de Bayonne, si vous cliquez sur ce PC,
Donc vous verrez un certain nombre de disques réseau, donc tout en bas. Donc il y en a deux. Un premier disque réseau, donc avec votre identifiant ici, donc qui va vous permettre d'enregistrer tout ce que vous faites. Donc on ne sauvegarde pas sur le disque local ou des disques locaux ces éléments-là. On ne fait rien là-dessus. On peut même masquer ces éléments-là. Ils ne sont pas intéressants pour nous. On va le faire sur un disque réseau. On voit bien le logo qui est assez parlant ici. Donc ici, il a votre identifiant et il va vous permettre de sauvegarder tout ce que vous faites. Alors là, moi j'ai beaucoup de gigas parce que je suis enseignant, je suis personnel de l'IUT. En tant qu'étudiant, vous avez quand même pas mal d'espace disque pour pouvoir mettre tout ce que vous allez faire en informatique. Du Word, de l'Excel, de l'Access et autres. Mais dans les autres matières, je pense en particulier aux langues vivantes, si vous avez des audios à stocker, etc. Et vous avez un autre disque réseau qui s'appelle Document. C'est un disque réseau qui va permettre à certains enseignants de vous diffuser tout un tas de fichiers en interne sans forcément passer par la plateforme pédagogique eLearn. Donc il est important de sauvegarder tout ce que vous faites sur ces disques réseau, puisque nous à l'IUT, on va les sauvegarder régulièrement. Donc si vous faites des erreurs de manipulation, vous les effacez malencontreusement, on peut les récupérer sur un certain laps de temps en arrière. Je pense en particulier au rapport de stage. Vous rédigez votre rapport de stage et puis vous l'effacez. Bon voilà, on peut retrouver avec un certain laps de temps votre rapport qui a été effacé malencontreusement, mais selon un petit délai en arrière dans le passé. Souvent, vous avez tendance de sauvegarder vos éléments sur des clés USB. Alors bon, les clés USB, c'est pas mal, mais ça peut avoir un certain nombre de dysfonctionnements. Donc, faites comme vous voulez. Hein. Si vous voulez venir avec vos clés USB, pourquoi pas. Sachez qu'aucun enseignant ne prendra votre clé USB sur sa machine parce qu'il ne s'assure pas que votre clé USB ne contienne pas certains virus. Donc votre clé USB, elle pourra servir qu'à vous. Et sachez qu'elle peut très bien dysfonctionner, ne plus fonctionner, et donc vous aurez tout perdu, tout ce qu'il y a sur votre clé USB. Sauvegarder sur le disque réseau, ça a de nombreux avantages. C'est que nous, on a une politique de sécurité à l'IUT qui fait que si on a des disques réseau des disques durs où vous avez enregistré vos fichiers qui ne fonctionnent plus, ces disques durs ont été répliqués sur d'autres disques durs, il y a eu des copies de vos fichiers, donc de façon transparente, vous verrez toujours vos fichiers et vous ne les perdrez jamais. L'avantage aussi, c'est que vous pouvez accéder à ce lecteur réseau à l'IUT, donc dans les salles informatiques, mais aussi à l'extérieur de chez vous via les sessions à distance que j'ai présentées tout à l'heure. Donc c'est un bon endroit pour pouvoir sauvegarder de façon sûre vos productions à l'IUT de Bayonne. Je vous rappelle néanmoins que vous avez signé une charte informatique, donc vous ne pouvez pas sauvegarder tout ce que vous voulez, pas d'éléments copyrightés, type MP3, vidéo, etc. Faites très attention. Vous avez signé une charte informatique et donc votre responsabilité est engagée sur tout ce que vous mettez à l'intérieur de ce disque réseau. Voilà, donc si vous avez des soucis, c'est-à-dire que quand vous vous connectez, vous ne voyez pas ces disques réseau, je vous ai mis un petit encadré ici qui vous explique comment faire apparaître ces lecteurs-là. Mais s'ils apparaissent lorsque vous ouvrez l'explorateur de fichiers et que vous faites ce PC, comme on l'a vu tout à l'heure, tout fonctionne, vous n'avez pas besoin de faire cet encadré-là. Donc au niveau des questions, à quoi peut servir le lecteur réseau qui porte votre identifiant de session comme nom? À enregistrer de façon sûre toutes vos productions, puisque ces disques réseau sont sur des serveurs que nous maintenons à l'IUT de Bayonne. Quelle est la capacité de stockage de votre lecteur réseau et combien reste-t-il d'espace libre? Vous le voyez lorsque vous cliquez sur le lecteur ou lorsque vous affichez les propriétés du lecteur réseau en faisant un clic droit. Vous voyez le nombre d'espace disque que vous avez et le nombre restant qu'il vous reste comme espace. Quels sont les avantages de sauvegarder vos données sur votre lecteur réseau de l'IUT? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire de le sauvegarder de façon sûre et pérenne vos documents tout au long de votre formation à l'IUT, que ce soit en première, deuxième année ou troisième année, et aussi de pouvoir accéder de l'extérieur à vos dossiers, vos fichiers, toute l'arborescence
de dossiers, de fichiers que vous avez à l'IUT. Ensuite, donc lorsque le menu Windows est ouvert, vous pouvez exécuter ou lancer les applications installées en tapant simplement leur nom. Ça, on l'a vu tout à l'heure au tout début de la vidéo. Donc là, ici, lorsque j'ouvre ici le menu, si je vais chercher l'application Paint, eh bien, elle s'affiche ici dans les résultats. Et je peux l'ouvrir en cliquant dessus. Vous pouvez faire pareil avec Excel, Word, etc., etc. Donc là, on vous demande d'exécuter le logiciel Paint, donc ce que je viens de faire, et ensuite on vous demande de faire une copie d'écran de votre bureau via la touche Impré-écran de votre clavier. Donc sur votre clavier Windows, vous avez la touche Impré-écran sur votre clavier. Donc lorsque vous tapez dessus, hop, ça y est, vous avez fait en une touche la copie écran intégrale de votre bureau. Alors sur Mac, c'est un peu différent. Il faut faire la touche majuscule, commande et 5. La touche, le chiffre 5. Si vous faites ça, vous allez voir un petit menu qui va vous permettre de choisir si vous voulez faire tout l'écran. Vous pouvez faire des vidéos de ce que vous faites ou une partie de votre écran. Sinon, si vous ne voulez pas avoir tous ces niveaux de détail et faire comme la touche Impré-écran sur Windows, vous faites majuscule, commande et la touche numéro 3 de votre clavier et vous avez l'impression à écran qui s'est faite comme une impré-écran avec la touche d'un clavier Windows et elle s'est mise sur votre bureau. Par contre, sur Windows, elle ne s'est pas mise sur votre bureau, elle est enregistrée dans la mémoire de votre ordinateur, dans le presse-papier. Alors, comment sur Windows récupérer cette impression à écran? Donc, eh bien, il suffit simplement sur Paint, si vous avez appuyé sur la touche Impré-écran, de faire coller, CTRL-V, et elle va s'afficher dans Paint. Alors, une autre façon aussi de faire, pour ceux qui n'aiment pas utiliser la touche Impré-écran, vous avez un logiciel de capture d'écran qui existe. Donc là, si vous faites capture, vous allez voir outil capture écran. Voilà. Et dans cet outil de capture d'écran, vous pouvez dire, moi, je veux capturer tout l'écran. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire copier. Donc là, vous voyez, ces manipulations que je viens faire, c'est l'équivalent de la touche Impré-écran. Donc autant utiliser la touche Impré-écran. Et donc une fois qu'on ferme, voilà, je n'ai même pas enregistré, ben, là, quand on a fait Impré-écran, on fait juste coller. Et vous avez ici votre copie d'écran qui s'affiche dans le logiciel Paint. Voilà. Donc, je vous ai montré plusieurs façons de faire une copie d'écran. Donc vous avez votre bureau ici dans le logiciel Paint. Donc qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de coller la capture d'écran, c'est ce qu'on vient de faire, et de l'enregistrer sur le bureau dans un fichier intitulé monbureau.jpg. On va faire tout de suite. Voilà, on est ici, enregistrez-la sur le bureau dans un fichier intitulé monbureau.jpg. Donc on va faire fichier, enregistrer sous, en JPEG. On va l'enregistrer sur le bureau. Donc, vous voyez, j'ai le logo horizontal de tout à l'heure. Donc mon bureau, pas la peine de mettre le point JPEG derrière, il va le mettre tout seul. Enregistrer. Donc là ici, si je réduis Paint, vous voyez ici mon bureau. Si je vais dans les propriétés de ce fichier, vous allez voir que c'est bien une image JPEG. Voilà, que je peux ouvrir si je le souhaite. Voilà. Donc là, c'est l'image qui était ouverte. On va fermer toutes les fenêtres. Oups. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Donc là, du coup, sur le bureau, on a notre logo de l'IUT horizontal et on a une capture écran de notre espace de travail. Donc par défaut, le logiciel Paint enregistre des images dans le format PNG, indiqué qu'il faut changer le type de fichier, mettre en JPEG. Donc ça, c'est ce que je viens de faire.
Donc il y a différents formats d'images qui existent en fonction de ce que vous voulez faire. En JPEG, on va compresser l'image pour qu'elle soit optimisée au maximum pour pouvoir l'envoyer. L'inconvénient, c'est que quand vous allez redimensionner l'image, si vous voulez passer en petit ou en grand, il va y avoir une détérioration de la qualité de l'image. En PNG, le défaut, c'est l'image va être un petit peu plus grosse, ça va être un peu moins compressé. Par contre, pour des images vectorielles, quand vous allez agrandir l'image, la qualité va être conservée au maximum. Donc voilà, chaque extension, chaque format a son avantage et son inconvénient. Alors, toujours dans le logiciel Paint et sur la copie d'écran de votre bureau, définissez une zone de sélection autour de la corbeille et sélectionnez l'option Rogner de Paint. Quel est le résultat de cette opération? Allez, on va le faire ensemble. Donc, on va ouvrir, j'ai quitté Paint sans faire attention, on va rouvrir l'image avec Paint. Donc, on va sélectionner, voilà, ici avec l'encadré, on va sélectionner ici la corbeille, juste la corbeille. Et au niveau de l'image, on va cliquer sur cette option Rogner. Hop. Donc là, on ne voit plus que la corbeille. Et on a fait disparaître tout le reste de l'image. On va sauvegarder cet élément-là. Donc, on va le sauvegarder dans macorbeille.png. Alors, fichier, enregistrer son, image au format PNG. Et on va mettre ma corbeille sur le bureau. Donc là, vous ne voyez pas les autres images parce que les autres images sont en JPEG. Et là, on a sélectionné type PNG. Si je mettais en JPEG, ici, vous verriez le logo et mon bureau. Mais là, je vous ai demandé de le faire en PNG ici. Donc faites attention, voilà, lorsque vous mettez des types de fichiers, l'aperçu ici des éléments s'adapte en fonction du type que vous mettez ici. Après, si vous mettez tous les fichiers, là, il faudra rajouter dans le nom l'extension que vous souhaitez mettre à votre image. Hop, on enregistre et je quitte Paint. Donc là, vous avez du coup les trois images, deux en JPEG et une en PNG. Donc celle-là, on l'avait téléchargée de la plateforme pédagogique tout à l'heure. Donc ici, vous avez une image de votre bureau, de façon intégrale, avec Paint, etc. Voilà, vous avez votre bureau en entier, la capture d'écran en entier. Et parfois, on n'a pas envie d'envoyer toute la capture d'écran, on va se focaliser sur certains éléments en particulier. Et donc là, vous avez ma corbeille, c'est l'image de votre corbeille. Voilà, lorsque l'on a rogné l'image. Voilà. Donc ça, c'est utile pour vos rapports de stage. Vous voulez montrer des logiciels métiers et des actions spécifiques que vous faites. Alors soit vous montrez tout votre espace, en général, ce n'est pas ce qu'on fait. En général, on va prendre dans l'image une petite partie, on va rogner pour faire disparaître tout le contour et transmettre, mettre dans le rapport ou transmettre à une personne uniquement cette image qui a été rognée pour se focaliser juste sur un élément de votre bureau. Après, si vous voulez envoyer la capture d'écran complète, il n'y a pas de souci, hein, vous faites comme vous voulez, mais je vous ai montré les deux opérations. Donc, impression écran pour avoir tout votre espace de travail, et ensuite, sur une image, ça peut être sur la base d'une impression écran, mais ça peut être une autre image que vous téléchargez sur Internet, hein, vous pouvez rogner sur une photo, par exemple, que vous avez prise avec votre téléphone portable, et puis vous voulez uniquement prendre votre tête pour la mettre, je ne sais pas moi, sur des profils, en tant qu'image de profil. Voilà, vous rognez le contour. Et je vous ai montré comment faire avec le logiciel Paint qui est disponible sur tous les ordinateurs de type Windows, mais même Mac, hein, j'ai envie de dire. Hein, voilà, sur tous les systèmes d'exploitation qui se respectent. Voilà, donc on a vu ce que c'était cette opération rogner et on a enregistré sur le bureau. Voilà le fichier intitulé macorbeille.png. Donc on a quitté Paint et on va revenir sur notre bureau. Durant votre parcours à l'IUT, mais également tout au long de votre vie professionnelle, il vous sera indispensable d'organiser vos dossiers et fichiers pour pouvoir les retrouver rapidement lorsque cela sera nécessaire. Alors c'est toujours désagréable d'avoir des étudiants qui disent en milieu de semestre, en fin de semestre, je ne sais plus où est-ce que j'ai mis mon fichier. Ça, c'est une faute.
Au début, on peut le comprendre parce que vous apprenez voilà, à organiser vos ressources, mais dans le futur, ça sera une faute, hein. Il faut vraiment organiser de façon la plus simple pour vous vos fichiers, vos dossiers, etc. C'est important de le faire. Évitez de tout mettre à plat, d'utiliser qu'un seul dossier et tout dedans. Je pense que chez vous, vous avez des armoires et que vos armoires elles sont rangées. Il y a des étagères et vous mettez les éléments sur certaines étagères, d'autres sur d'autres, ou dans votre cuisine, dans votre frigo. Voilà, évitez de tout mettre en vrac. euh, Parce que plus vous allez avancer dans le temps et plus vous allez cumuler d'éléments. Au début, ça va être gérable, mais après, ça va être ingérable. Et d'ailleurs, cette réflexion, vous pouvez aussi l'avoir pour les mails. En général, tout le monde met dans sa boîte de réception les mails. Ça, c'est inefficace si vous recevez des centaines de mails par jour, que vous êtes sur différents projets à la fois, que vous collaborez avec différents services. Voilà, il est tout à fait possible dans les mails aussi d'organiser ces emails, de les archiver et de faire des dossiers, sous-dossiers dans les emails pour pouvoir s'y retrouver dans le temps. Donc là, on va faire ces opérations-là sur votre lecteur réseau pour vérifier que tout fonctionne, hein, parce qu'en général, ça, ce sont des opérations que vous savez faire. Donc dans votre lecteur réseau, créez un dossier intitulé semestre 1 à la racine de votre espace réseau. Alors oui, il y a des termes qu'il va falloir connaître, hein. La racine d'un lecteur réseau, c'est le point d'entrée du lecteur. Et dans ce dossier, on va créer un sous-dossier informatique. Voilà, pour mettre tout ce qui concerne l'informatique. Vous ferez la même chose pour les autres matières, comptabilité, LV1, LV2, etc., etc. Allez, on le fait vite ensemble. Donc on va dans l'explorateur de fichiers, on va dans ce PC, vous avez votre lecteur réseau, et dans le lecteur réseau, ici, on va faire nouveau dossier. On va faire un dossier à la racine, ici, qui s'appelle semestre 1. Et dans semestre 1, ici, on va faire un nouveau dossier. Donc, ce sera un sous-dossier que l'on va nommer informatique. Et vous pourrez comme ça cumuler toutes les autres ressources de votre formation LV1, LV2, comptabilité, comme je le disais tout à l'heure. Continuons. Donc, comme je disais, hein, tout au long du semestre, ce dossier informatique contiendra des sous-dossiers et des fichiers qui correspondent à chaque séance. Donc cela formera ce que l'on appelle une arborescence de dossiers et de fichiers. Oui, puisqu'en fait, vous faites un point d'entrée ici, vous allez faire plusieurs sous-dossiers, et dans chaque sous-dossier, encore des sous-dossiers, on a l'impression d'avoir une hiérarchie de dossiers, de sous-dossiers, comme un arbre généalogique. On appelle ça une arborescence. Donc il y a une racine, c'est le point d'entrée. Il y a des nœuds, des branches dans cet arbre pour naviguer dans les dossiers et les sous-dossiers. Et au bout, vous avez les fichiers. Donc ce sont les feuilles de cet arbre. C'est pour ça qu'on utilise ce terme d'arborescence. Donc dans le dossier informatique, on va créer encore un sous-dossier qui s'intitule TD1, puisqu'on est sur la première séance ensemble. Et dans ce dossier TD1, on va mettre nos deux fichiers que l'on a créés précédemment sur le bureau, mon bureau.jpeg et ma corbeille.png. Allez, c'est parti. Donc on y va. Hop, dans le dossier informatique, on va mettre TD1. Donc ensuite, vous pourrez mettre les autres dossiers TD2, TD3, TD4 à chaque fois qu'on commencera une séance. Ça sera pratique pour pouvoir récupérer vos fichiers, pour pouvoir me montrer quelque chose que vous n'aviez pas bien compris lors de séances précédentes, ou bien pour réviser. Si tout est organisé de cette façon-là, vous ne pourrez pas vous perdre. Ensuite, dans TD1, eh bien, je vais mettre les deux images. Alors, je peux aller les sélectionner ici et les déplacer à l'intérieur de TD1. Voilà. On va voir les questions qui suivent. Dans le dossier TD1, voyez-vous les extensions des fichiers. Alors ici, on peut dire oui et non. C'est-à-dire qu'on ne les voit pas dans le nom, on voit simplement l'intitulé, mais on ne voit pas les extensions ici à côté. Mais c'est vrai qu'on peut les voir. Vous voyez, j'ai mis ma souris dessus. Là, on sait que c'est du PNG. Ça, on sait que c'est du JPEG. On peut voir aussi le type ici, image PNG, image JPEG. Donc, oui et non, on peut voir les extensions ici des fichiers. Si vous voulez vraiment les voir, alors à ce moment-là, il faut aller dans Affichage. Et dans Affichage, ici, vous pouvez afficher les extensions de nom de fichiers. Et donc là, ici, vous avez ma corbeille.png et mon bureau.jpeg. Voilà, donc là on le voit directement. Donc les noms de fichiers sont composés d'un intitulé d'une extension séparés par un point.
Donc là, ici, vous avez l'intitulé Macorbeil, l'extension juste derrière. Et grâce au nom d'extension, en général, on sait ce que c'est. Si je vous dis .mp3, vous savez que c'est un audio. .avi, vous savez que c'est une vidéo. .docx, vous savez que c'est un fichier Word. Voilà, donc après .pdf, vous savez que c'est un document numérique. Donc du coup, ça aide beaucoup de connaître les extensions des fichiers. Évitez surtout de modifier à la main ces extensions. Ne le faites jamais, hein, ne modifiez jamais à la main les extensions. Vous pouvez modifier le nom, mais pas les extensions, parce que sinon ça va provoquer des problèmes. Et c'est d'ailleurs pour ça que Windows les masque par défaut. Cette case ici n'est pas cochée pour vous éviter de faire des bêtises. À partir des propriétés du dossier informatique, combien ce dossier contient-il de sous-dossiers de fichiers? Quelle est sa taille en mémoire? Pourquoi la taille est différente de celle de la question 22? Alors à la question 22, on vous demandait voilà, de connaître la taille du dossier informatique qui était vide, donc c'était 0. Donc on va voir si les propriétés maintenant du dossier informatique ont été mises à jour. Alors on va cliquer sur semestre 1 ici. Alors, vous pourriez revenir à la racine, faire semestre 1, et ce qu'on va essayer de voir, c'est avoir des informations sur ce dossier informatique et de tout ce qu'il contient. Donc, clic droit propriété, donc vous voyez que son contenu c'est 2 fichiers et un dossier. Ben oui, un dossier puisqu'il y a semestre 1, il y a TD1, pardon. Il y a TD1 dans ce dossier informatique. Et dans les contenus des fichiers, au total, il y a 2 fichiers, c'est nos 2 images de tout à l'heure en JPEG et en PNG. On voit au niveau de la taille que la taille est non nulle, donc on sauvegarde bien les éléments correctement. Voilà, ce sont des vérifications ici que je fais avec vous pour vérifier que tout fonctionne correctement. Donc clic droit propriété, et vous avez toutes les informations sur ici 2 fichiers, un dossier, et puis on voit bien les tailles. Voilà, ça vous permet de voir est-ce que vous pouvez l'envoyer à quelqu'un, etc., etc. Ça permet d'avoir ces indications-là. Alors, nous allons maintenant compresser le dossier informatique. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Donc, c'est une opération qui est très simple, ça se fait en un clic, et elle est très, très, très utile, que l'on soit étudiant ou professionnel. Donc, pour pouvoir compresser le dossier informatique, il suffit de se mettre dessus, de faire un clic droit, envoyer vers, dossier compressé. Donc, si vous faites ça, juste à côté, ça va créer donc, un dossier compressé, juste sur le côté, donc qui est une archive de votre dossier informatique ici. Voilà. Alors on le voit à côté, on voit dossier compressé, alors que le premier on voit dossier de fichier. On pourrait comparer les tailles pour voir. On voit que la taille c'est 84 kilooctets pour le moment, 84 kilooctets. Si on regarde la taille du dossier compressé, on voit que c'est 63,8. Donc on voit qu'on gagne de la place. Ça c'est plutôt pas mal. On peut déplacer cette archive, on peut la mettre sur le bureau si on a envie. Hop. Donc ici, on peut la déplacer comme un fichier. On peut l'envoyer à quelqu'un. Donc je peux mettre cette archive. Donc en fait, il y a écrit dossier compressé, mais en fait c'est un fichier. Hein. On peut aller regarder son extension. Tiens, quelle est l'extension d'un dossier compressé? L'extension c'est .zip. Donc vous voyez, c'est un fichier. Il a comme nom, comme intitulé informatique, .zip comme extension. Donc c'est un fichier avec à l'intérieur tout un ensemble d'éléments qui ont été compressés. Donc si c'est un fichier, comme les images ici sont des fichiers, eh bien je peux du coup l'envoyer à quelqu'un, puisque c'est un seul fichier. Donc je peux dans un mail mettre en pièce jointe mon fichier .zip et l'envoyer à quelqu'un. En plus, il est compressé, donc la taille a été réduite, donc c'est plutôt pas mal au niveau d'un envoi de mail. Déplacer l'archive sur le bureau et décompresser là. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. Donc pour la décompresser, c'est-à-dire récupérer ce que l'on avait compressé, puisque là, c'est un fichier.
Si je navigue à l'intérieur, c'est un fichier. Je ne peux pas récupérer les dossiers, les sous-dossiers et tous les éléments qu'il contient. Donc il faut ce que l'on appelle le décompresser. Donc pour le décompresser, sur Windows, c'est très simple. Il suffit de faire clic droit et de faire extraire tout. Vous dites que vous voulez le faire sur le bureau, extraire, et là vous allez récupérer votre dossier, le dossier original, qui avait une certaine taille un petit peu plus importante, et à l'intérieur, eh bien, vous avez TD1 et votre corbeille, votre bureau, etc. Donc l'avantage ici, c'est que vous pouvez réduire en un fichier toute une arborescence de dossiers et de fichiers. Donc imaginez par exemple que vous travaillez dans un cabinet comptable avec des budgets 2019, 2020, 2021, etc. etc. Et qu'à l'intérieur, vous avez des budgets trésorerie, des comptes de résultats, l'analyse de l'entreprise, tout un tas d'éléments, des factures, etc. Voilà, c'est assez, on va dire, c'est assez volumineux. Et que vous voulez transmettre ce dossier-là à quelqu'un, ben, vous pouvez compresser alors certaines années, si vous voulez envoyer certaines années, ou bien vous pouvez compresser toutes les années. Donc là, vous allez réduire la taille. Vous allez pouvoir transmettre cet élément, alors soit par mail si on respecte les quotas, soit si vous êtes au-dessus des quotas par d'autres types d'outils de transfert de fichiers, ou bien le donner à quelqu'un par le lecteur réseau, pourquoi pas, par des lecteurs réseau collaboratifs dans l'entreprise, ou le déposer sur une plateforme de partage de fichiers en ligne. Et puis la personne, en fait, elle va récupérer ce que vous lui avez envoyé, l'archive, elle va récupérer ce fichier tout seul, qui a moins d'espace, qui encapsule tout ce qui est intéressant pour lui, et elle va extraire les éléments qui se trouvent à l'intérieur pour récupérer toute l'organisation avec les dossiers, les sous-dossiers, tous les fichiers à l'intérieur. Donc compresser des arborescences de fichiers, de dossiers, c'est hyper utile, surtout dans le cadre professionnel et dans un cadre de gestion de projet où on organise tous ces éléments, toutes ces ressources. Donc, est-ce qu'un dossier informatique a été créé sur le bureau? La réponse est oui. Donc, lorsqu'on extrait ou on décompresse, on récupère ce que l'on avait compressé. Est-ce qu'il contient la même organisation que le dossier informatique localisé sur votre lecteur réseau? Ben oui, on n'a rien perdu et on peut aller à l'intérieur. Quels sont les avantages de créer des archives? Eh bien, je les ai listés. Réduire la taille, puisqu'on compresse. On peut envoyer par email. Donc si on respecte le quota, ou bien si le quota est dépassé, ben, on peut se le partager via des outils de partage en ligne, de fichiers volumineux. Et ensuite, ben, on peut réduire, plutôt que d'avoir tout un tas d'arborescences, ben, par exemple, lorsqu'on a une activité par année, eh bien, plutôt que d'avoir toujours les dossiers, les sous-dossiers actifs, on peut archiver certains éléments pour économiser de l'espace, voilà, sur sa propre machine. Et l'avantage aussi, c'est que c'est un seul fichier, donc tout ne se perd pas. Ce fichier-là représente tout un ensemble de choses qui ont été réduites en un seul fichier, donc c'est facilement partageable, retrouvable, etc., etc. Donc on en a fini avec cette séance. Avant de terminer, supprimez définitivement l'ensemble des fichiers et des dossiers que vous venez de créer. Partout, mais pas sur votre lecteur réseau. Donc on va nettoyer un peu. Donc on va supprimer tout ceci. Donc le dossier qu'on a décompressé, le fichier compressé, les images, on va supprimer tout ça. Voilà, donc vous faites supprimer, vous videz votre corbeille et on est prêt pour travailler sur d'autres séances à l'avenir. Voilà. Donc j'espère que cette séance vous a plu. En tous les cas, elle va vous permettre, ou elle vous a permis de faire un tour d'horizon de tout ce que vous pouvez faire sur votre poste de travail et avec les services en ligne. Alors je sais que cette vidéo était beaucoup plus axée pour spécifiquement les étudiants de l'IUT de Bayonne, puisqu'il y a des services qui leur est dédiés et je leur ai montré comment voilà, utiliser leur session de travail. Mais il y a quand même des notions qui sont utiles à tout le monde, des bonnes pratiques. Je vais les relister ici.
Donc, il y avait voilà, la notion de site web, d'URL, l'intranet. Voilà, ce sont des choses que l'on a vues. Donc, la partie privée d'un site internet réservé à des membres d'une organisation. On a vu comment utiliser la messagerie électronique, les bons principes, le champ destinataire, le champ CC, le champ CCI, tout ce qui est pièce jointe, signature, problème d'erreur lorsqu'on envoie à quelqu'un qui n'existe pas ou une adresse qui a été, voilà, qui a été mal tapée. Les lecteurs réseau, leur avantage, on a vu qu'il fallait organiser donc ces dossiers et ces fichiers. On a utilisé des termes, du vocabulaire spécifique aux informaticiens, mais qui vont vous être utiles si vous voulez dialoguer avec des techniciens ou bien avec les enseignants de l'IUT. Voilà, l'arborescence de dossiers et de fichiers, la racine, les extensions. On a vu comment faire des copies d'écran, on a vu comment compresser donc des dossiers et des fichiers pour pouvoir les transmettre euh, via un simple fichier à quelqu'un par mail ou avec des outils de partage de fichiers, réduire la taille, etc. etc. Donc on a vu pas mal d'opérations de base qui vont vous être utiles et qui sont utiles à tous les professionnels qui exploitent les outils numériques. Voilà, donc les prochaines vidéos, ne vous inquiétez pas, ce sera beaucoup plus parlant puisque j'attaquerai les séances sur Word, donc beaucoup plus parlant pour tout le monde, puisque Word voilà, est accessible à tout le monde et pas spécifiquement pour les étudiants de l'IUT de Bayonne. Tout le monde a accès potentiellement à ce logiciel, même en version, on va dire, gratuite, libre. Et je vous présenterai toutes les notions voilà, qui sont indispensables pour pouvoir manipuler ce logiciel dans les vidéos à venir. Voilà, si vous avez réussi de ce sujet, ben, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce pour m'indiquer que tout a bien fonctionné. Voilà, s'il y a eu des problèmes, n'hésitez pas à me contacter, mettre des commentaires. Si vous avez aimé tout ce que j'ai présenté, bah, vous pouvez mettre un petit pouce ou partager la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous souhaitez voir voilà, toutes les futures vidéos sur Word. Et voilà, n'hésitez pas à consulter autant que possible toutes ces vidéos et j'espère qu'elles vous seront utiles. Je vous souhaite voilà, une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.